Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir, du football et les vacances qui finissent pour les footballeurs évoluant au pays. La saison 2024-2025 a été officiellement lancée le week-end écoulé. Saison lancée avec un derby, celui du Nord Bénin qui traditionnellement met aux prises buffles et panthères seulement. L'acte inaugural de ces nouvel exercices a été stérile. En but, nous en parlerons dans cette émission. Le football occupera aussi notre rubrique Grand Angle qui reçoit cette semaine Rodrigue Kossi, footballeur international béninois. L'ancien sociétaire des buffles du Borgo du club africain de Tunis fait partie des guépards qui ont animé le marché des transferts au cours de ce mercato estival. Il quitte l'Arabie Saoudite pour l'Algérie, un retour dans le Maghreb qu'il nous expliquera tout à l'heure. Et puis, il y aura une nouvelle beaucoup moins gaie, nouvelle qui, telle une traînée de poudre, fait le tour du monde depuis quelques jours. Il s'agit de la disparition de l'athlète béninoise Odile Ahouanou, la triple championne d'Afrique en heptathlon, est portée disparue depuis le 10 septembre dernier. C'était en France. Dans un instant, nous reviendrons sur les circonstances de cette disparition et les réactions de quelques acteurs de l'athlétisme béninois et bien d'autres disciplines telles le handball, le rugby, mais aussi le cyclisme viendront compléter le menu de cette aventure vespérale. Au nombre des grands témoins ce soir, Dicorel Zou. Dicorel, bonsoir. Bonsoir Nassit Lalocé, bonsoir amis téléspectateurs, très ravi de partager ce plateau. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste et reporter sportif officiant à Radio Cotonou. En face de vous, mon collègue Maël Belou qui va m'aider bien sûr à animer cette émission. Maël, bonsoir. Bonsoir Narcisse. Voilà, le décor est ainsi planté tout de suite. Fil Info, c'est notre rubrique consacrée au factuel de ce qui a fait l'actualité cette semaine. Odile Ahouanou est restée introuvable depuis le 10 septembre dernier. La nouvelle fait le tour du monde depuis la semaine dernière et au sein du public sportif béninois, c'est la stupéfaction, tout comme les raisons de cette disparition. Les circonstances sont loin d'être claires. Nous avons cherché à en savoir un peu plus et notre premier interlocuteur a été son entraîneur, monsieur Vincent Turpin, que nous avons joint depuis la France. Ce dernier dit être encore sous le choc et refuse toute déclaration dans la presse et dans nos discussions informelles. Le technicien français dit avoir constaté la disparition de l'athlète béninoise lorsqu'il est revenu de l'école avec son fils. Vous le savez, Odile est nourrice et une fois le constat fait, il dit avoir saisi la police française qui a aussitôt lancé un avis de recherche. Nous nous sommes ensuite tournés vers les responsables en charge du sport béninois, notamment le président de la fédération béninoise d'athlétisme, M. Viérin Degon, que je vous invite à suivre ici. C'est le 17 matin que notre athlète, notre compatriote Yarigo Noélie m'a appelé pour dire qu'on vient de l'appeler pour dire que depuis le 10, Odile Ahouanou est restée introuvable. Alors, est-ce qu'elle a été malade? Elle dit qu'elle ne sait pas. Ok. J'ai appelé son coach aussitôt pour en savoir davantage. Et le coach m'a dit, c'est vrai que depuis le 10 matin, elle a appelé pour dire de venir déposer l'enfant au gardiennage et le soir qu'il irait chercher l'enfant, lui amener. Ce qu'il a fait, et le soir, il a ramené l'enfant à la maison. Il a vu les portes fermées. Et puisqu'il détenait les doubles de la clé, qu'il a ouvert la porte, rentré dedans, il a vu que personne n'est là. Il est rentré chez lui avec l'enfant jusqu'à
jusqu'à ce jour qu'elle est restée introuvable. À la question de savoir si Odile avait un problème, c'est là il me dit oui, que bon, Odile avait des soucis et que la non-qualification aux Jeux Olympiques a maintenant augmenté les soucis. Maintenant, est-ce que c'est ça qui a fait qu'elle a disparu et que personne ne sait? Mais le dossier est déjà confié à la police française et ils sont en train de la rechercher. Voilà, c'était Viérin Degon, président de la Fédération béninoise d'athlétisme, qui était au micro de Jules Thiaw et Elvis Tonoucoin. Alors, Dicorel Zoum, comment avez-vous appris cette nouvelle? Oui, c'est quand même une triste information. C'est également le 17 septembre dernier que j'ai lu également la nouvelle, la déclaration de la police française qui a parlé donc de la disparition de notre athlète, et qui connaît un peu mes relations avec l'athlète. C'est grâce à elle que j'ai pu couvrir le championnat d'Afrique d'athlétisme à Saba 2018, où elle a glané la première médaille d'or pour le Bénin. Je n'y croyais pas du tout, mais au fil des heures, j'ai commencé vraiment pas à croire à ça, et je pense que Odile Aranou est une personnalité publique. Et c'est normal que sa disparition intéresse le monde entier. Et moi, je ne suis pas encore convaincu de la recherche. J'espère qu'on va la retrouver parce que dans des circonstances pareilles, c'est compliqué de donner des avis. Nous ne sommes pas des juristes pour maîtriser un peu les lois, mais je pense que normalement, on doit quand même auditionner certaines personnes, que ce soit le coach ou le mari ou l'entourage. Immédiat, son club et tout. Il nous faut des auditions ou mettre des personnes en garde à vue pour multiplier les auditions afin de... Parce que c'est quand même bizarre et qu'une personne qui n'ait aucun souci mental, qui ne soit pas dérangée mentalement, disparaisse. Elle aurait des soucis. On nous a parlé de la non-qualification pour les Jeux. Pas seulement ça. Elle avait des soucis, pareil, ce que l'entraîneur nous a dit ce matin au téléphone. Ok, donc il faut qu'on cherche, parce que c'est quand même la représentant, le drapeau béninois qui est en jeu, et c'est l'image également de la France. Et pour ce que je sais, la France est un pays hautement sécurisé et la France ne permettrait pas qu'un acte soit commis de cette façon. Jusque-là, on ne connaît pas les rouages, mais la France, je pense que pour son image, pour son honneur, va travailler, collaborer avec les autorités béninoises qui ont également réagi pour quand même nous sortir, nous retrouver notre athlète. En tout cas, j'ose croire qu'elle est encore en vie et qu'elle n'aura rien, qu'on va la retrouver pour qu'elle continue quand même par briller et par servir d'exemple aux jeunes béninois. Oui, Maël Bellou, et vous, quelle a été votre réaction en apprenant cette nouvelle? Ma réaction, elle, fut celle de tout le monde, la stupéfaction. Sur les réseaux, on a appris dans un communiqué publié sur la page de la police judiciaire que Odile Aranou a disparu depuis le 13 septembre. Et je dirais tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce qui aurait bien pu arriver à Odile pour qu'elle choisisse de ne pas se faire retrouver d'un coup? Puisqu'on a dit dans les informations communiquées qu'elle a laissé son enfant à la garderie. Donc pour moi, c'est qu'elle était censée revenir. Maintenant, les semaines, les jours se sont écoulés et on n'a pas retrouvé de ces traces. Je pense que c'est une histoire pleine de sens et qu'on peut comprendre par cette histoire que les gens ont peut-être des petits soucis qu'ils cachent. Parce que dans le fond, comme on l'a déclaré avec les propos recueillis avec son entraîneur, elle aurait peut-être eu des soucis psychologiques qu'on n'a pas peut-être très tôt décernés. Et ça a fait au fil du temps qu'elle les a accumulés. Et au fil de l'accumulation, elle a peut-être choisi de s'évaporer histoire de se retrouver. C'est une piste qui est envisageable. Qui est envisageable, bien sûr, mais c'est une personnalité publique, comme le disait tout à l'heure Dicorel, triple championne d'Afrique d'heptathlon. Je pense que Odile Aranou, elle manque beaucoup à son public sportif. Déjà dans la ville où elle est en tant qu'athlète sportive, elle est déjà entraîneur des Benjamins de son club sportif. Je pense que c'est une icône pour ces jeunes-là dans sa région. Et je pense que la meilleure des choses qu'elle puisse faire, c'est
de prouver quelque part qu'elle peut surmonter tout ce qu'elle est en train de traverser, de revenir un peu plus dans la danse. Mais je pense qu'au fil du temps, moi je l'espère, hein, qu'on puisse retrouver Odile Arohanou très vite, parce que beaucoup de gens sont dans les mois depuis sa disparition, que ce soit au niveau du public sportif béninois. En France, les articles qui ont été publiés par les médias français ont tout de suite affirmé que la police a pris les dispositions et que le parquet même a annoncé. Et justement, on va en parler, cette situation. On vous le disait tantôt, cette situation appelle forcément des réactions et surtout des démarches à entreprendre. Alors, quelles sont déjà les démarches en cours? C'est la question que nous avons posée au président de la Fédération béninoise d'athlétisme. Nous allons encore écouter M. Viérin Degon. Moi, j'ai fini de causer avec le coach. J'ai appelé le secrétaire général de la fédération pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Et là, nous avons pris rapidement au téléphone la décision de ce qu'il faut faire. C'est ainsi que j'ai appelé le ministre pour lui faire le point. Il n'a pas pris et je lui ai laissé un message. J'ai appelé le président du comité national olympique qui m'a dit vraiment c'est quoi cette affaire-là. Bon, on s'est plaint un peu et j'ai laissé. Mais ma discussion avec le coach, il m'a dit que lui, qu'il a appelé la maman de Odile, lui faire le point, lui demander si par hasard Odile n'est pas arrivé à Cotonou. Après ça, qu'il a appelé le secrétaire général du comité national olympique pour lui dire qu'ils n'ont pas retrouvé Odile depuis un temps. Le ministre, après, m'a rappelé pour me demander c'est quoi qui s'est passé. Je lui ai fait le point de ce que le coach m'a dit. Il a dit, OK, nous allons nous mettre à la danse. Entre-temps, le conseiller technique spécial du ministre Jean-Marc Adjovi m'a appelé pour demander le numéro du coach envoyé à l'ambassadrice du Bénin à Paris pour qu'elle-même rentre dans la danse, ce qui a été fait. Donc, nous avons signé un communiqué de presse et nous avons saisi l'autorité officiellement aussi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et toutes les informations que nous devons avoir aujourd'hui, c'est le coach qui nous les donne. Voilà, c'était les démarches entreprises depuis cette disparition d'Icorel. Nous avons reçu Odile Arohanou ici dans notre rubrique Grand Angle au lendemain de son dernier sacre continental en heptathlon à Yaoundé, donc à la veille bien sûr des Jeux olympiques. Est-ce qu'après elle a présenté des signes de dépression, surtout au mental, suite à son échec pour les épreuves de passage au JO? Je ne saurais le dire, mais Vincent Turpin, qui est son entraîneur, a dit qu'elle a eu des soucis extra-sportifs surtout, avant bien sûr les JO. Mais si ces soucis doivent l'amener bien sûr à aller à cet extrême, parce qu'il y en a qui privilégient la piste de disparition volontaire, si c'est le cas, est-ce qu'on peut dire que son staff a failli? Parce qu'un athlète de sa trempe, sinon une athlète de sa trempe, devrait avoir un psychologue à côté d'elle. Vous avez sorti le mot. Si cette piste est vraiment la piste qu'il fallait, je pense que le staff a failli, son club a failli, parce que aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas, c'est que Odile a la double nationalité. Elle est béninoise, elle est française, elle est championne de France également. Tout à fait. Sans oublier tout ce qu'elle a fait au plan mondial. Donc, pour un athlète de ce rang, ne pas réussir à se qualifier pour les Jeux olympiques alors qu'elle sait qu'elle en a les capacités, elle en a les potentialités, c'est normal qu'elle ait des soucis. Et donc ça là, c'est déjà clair. De voir ses collègues participer aux Jeux et l'autre donc. Et elle est devenue spectatrice. Voilà, donc psychologiquement elle serait touchée. Maintenant, des soucis extra-sportifs,
l'idéal serait que son club, parce que c'est elle qui est, je pense qu'elle est le meilleur athlète, l'égérie de son club, et que le club prenne des dispositions pour lui trouver des centres psychiatriques afin qu'on travaille sa psychologie. Parce que c'est vite fait pour un athlète connaître la dépression, ce que nous autres, nous irons. Parfois, on pense que l'athlète est un robot et que jamais il ne traverserait des périodes tumultueuses, mais c'est faux. C'est un humain. Voilà, donc le club a failli pour moi à ce niveau. Maintenant, le reste, il va falloir être très prudent parce que c'est quand même une situation, je dirais, assez délicate. Donc, il ne faut pas se mettre dans des interprétations si on ne maîtrise pas le sujet. Ce qui est sûr, on va se fier à la justice française. Ce qu'on sait, c'est que la France est quand même un état de droit, un état de justice et d'équité qui ne permettrait jamais que son image soit touchée. Dans ces circonstances, la France a mené beaucoup de luttes dans plusieurs domaines et donc c'est pas nous retrouver notre Odile Arawanou en pleine forme dans ses capacités motrices et tout qui sera impossible pour la France. Donc moi je me fie une nouvelle fois à la justice française, à l'État français et je me fie également à l'État béninois qui déjà est en collaboration avec l'État français pour nous retrouver notre Odile Arawanou. Je ne veux pas me mettre d'autres idées dans la tête parce que je pense que Odile doit être en vie et autre ça sera catastrophique. Oui, Odile Arawanou est triple championne d'Afrique en heptathlon. C'est ce que le grand public retient d'elle, mais qui est réellement Odile Arawanou. Nous avons fouillé un peu pour mieux informer les téléspectateurs. Maël Bello. Oui, on a fouillé un peu le parcours de Odile Arawanou, qui a commencé réellement sa carrière en débutant par les championnats d'Afrique qui se sont déroulés ici à Porto Novo même. Après, elle a un peu bourlingué sur le continent où elle a décroché plusieurs titres, où elle a gagné notamment, elle a été championne d'Afrique à Saba, elle a été également championne d'Afrique en heptathlon à Yaoundé. Elle a également battu le record du saut en longueur, du triple saut et du saut à la haie en 100 mètres. Je pense que Odile Arawanou a glané assez de trophées sur le plan continental, même en étant en France avec son club sportif. Elle a également remporté plusieurs trophées qui ont fait de cette Odile Arawanou une athlète internationale de haut niveau. Mais il faut préciser qu'Odile, elle a commencé au football. Elle a joué en équipe nationale et ça n'a pas marché. Et elle aurait pu abandonner et elle a rencontré un homme sur son chemin, un coach, qui l'a orienté vers l'athlétisme. Et même après ça, après les Jeux Olympiques de 2012, où ça n'a, je crois, les mondiaux 2012, où ça n'a pas marché. Elle a connu des soucis, elle a eu un problème au pied, elle est restée à l'hôtel de l'Amitié, abandonnée, elle a fait près d'un an, après chassée, elle est restée chez un ami à Calabi. Donc, elle a connu beaucoup d'étapes difficiles dans sa vie. Et elle a su surmonter. Elle a su surmonter, donc je reste pessimiste sur le fait qu'une non-qualification aux Jeux Olympiques puisse là-bas. C'est vrai, c'est clair qu'elle aura des soucis, mais quand on regarde son parcours, ce qu'elle a pu traverser, vivre sans parents, tout ça, et même décrocher, je dirais, cette sélection dans son club n'a pas été chose facile. C'est la veille qu'elle a été appelée, informée qu'il y a une sélection. Elle ne s'est même pas préparée, mais heureusement, malgré tout ça, elle a su quand même convaincre Vincent Turpin pour être déniché. Donc je pense qu'elle a connu des étapes qui ont renforcé sa psychologie, son mental, pour aujourd'hui disparaître facilement pour une non-qualification. Comme je l'ai dit, je fais fi à la justice et je suis sûr que les pistes seront élucidées et tout sera mis au clair d'un jour à l'autre. Voilà, pour le moment, à Savalou, ville située au centre-ouest du Bénin, bien, sa maman est inconsolable. Son papa, lui, ne vit plus. Dicorel, est-ce qu'il faut craindre le pire à partir de maintenant? Là, ça fait 2 semaines maintenant. Oui, il faut craindre le pire. C'est vrai, il faut craindre le pire, on ne va pas se cacher, on va se dire la vérité. Une disparition, je ne souhaite pas cela, j'espère qu'on va la retrouver, mais quand on commence par parler de disparition, 1 semaine, 2 semaines, sans que la personne ne laisse un signe donné, il faut commencer par avoir peur et commencer véritablement par prier. Voilà, nous allons refermer cette triste parenthèse pour rester surtout en union de prière, espérant que la triple championne d'Afrique sera retrouvée saine et sauve. Mais nous vous tiendrons informés justement de l'évolution de cette situation. Nous allons changer de discipline et parler de cyclisme avec, bien sûr, la béninoise Hermione Awissou, qui a participé hier dimanche pour la toute première fois, Maël, de sa jeune carrière aux mondiaux de la discipline à Zurich en Suisse, première pour Hermione Awissou, mais également
pour le cyclisme béninois. Effectivement, Narcisse, il s'agit d'un saut dans le grand bain pour la coureuse âgée de 26 ans qui a pris part hier à l'épreuve du contre-la-montre des championnats du monde de cyclisme. C'est une première dans l'histoire du Bénin, que ce soit en homme ou en dame. Ancienne championne d'Afrique de roller, la Béninoise s'est convertie au cyclisme il y a à peine 3 ans, même si elle n'y connaissait pas grand-chose. Son engagement et sa détermination lui permettent de prendre très vite ses marques dans une discipline qu'elle découvre à peine. Des efforts sans relâche et une envie affichée de tutoyer les sommets de ce sport font de Hermione Aouissou la meilleure cycliste féminine au Bénin. Sa participation aux mondiaux de cyclisme est le couronnement d'une préparation minutieuse ponctuée par des stages en France. Oui, Dicro, je ne sais pas si vous avez suivi de près cette athlète, mais elle s'était signalée sur les pistes depuis quelques mois. Oui, depuis quelques mois. Et il faut déjà dire que c'est une athlète qui a montré quand même de bonnes choses à travers les championnats au plan national, qui a dépassé des zones. Elle n'était forcément pas attendue, mais elle est venue se faire une place sous le soleil. Donc c'est normal. Mais je pense que le lauréat, c'est beaucoup plus pour la fédération, son président surtout, qui depuis son accession à la tête de cette fédération a su quand même nouer les partenariats nécessaires. Vous savez que c'était un mordu de vélo. Voilà, c'était des vélos traditionnels qu'on utilisait. Et donc grâce à son partenariat, je ne vais pas faire de publicité à des sociétés, ça fait qu'on a aujourd'hui des vélos modernes. Parce que vous savez, en cyclisme, c'est tout un ensemble. Il y a le poids qui compte, le poids de l'athlète, sa taille qui compte dans la confection du vélo. Donc si tout ça n'est pas mis ensemble, vous pouvez beau avoir un vélo moderne, vous ne pourrez rien. Donc il y a tout ça, il y a l'organisation régulière du championnat, la formation des formateurs, des experts français qui viennent former les nôtres et les nôtres qui vont également en stage. Donc je pense que c'est tout ça qui a permis à cet athlète de participer à ce championnat et surtout de ne pas être ridicule. Voilà. On quitte la route, Maël, pour aller sur le rectangle vert. Mais pour parler de rugby, vous nous dites que la phase finale du championnat national de rugby à 7 s'est déroulée ce week-end. Exactement, la pelouse synthétique de l'université d'Abomey-Calavi a vu s'affronter durant 2 jours les meilleures équipes qui ont réussi à décrocher leur ticket après les phases de ligue qui ont connu leur épilogue il y a une semaine, on vous le disait ici. Sur ce plateau, à l'issue de cette phase finale, c'est l'équipe de Dauphin de Cotonou chez les hommes et celle de Baobab chez les dames qui sortent vainqueurs. Suivez le reportage. Dauphin Rugby Club conserve son titre au championnat national de rugby à 7 hommes. Dernier club à se qualifier pour l'étape des demi-finales après les barrages, le club de Cotonou rejoint Loup-Garou d'Avrancou, Aigle de Cotonou et UAC Rugby Club qui s'étaient directement qualifiés pour le dernier carré à l'issue des différentes phases de ligue. En demi-finale, la lutte a été âpre entre les 4 équipes en lice pour le Graal final. Au terme de cette étape, ce sont les équipes de Dauphin et Aigle Rugby Club qui se hissent en finale. Et pour cette finale, les 2 clubs n'ont pas mesuré leurs efforts dans un match serré qui sera finalement remporté par les Dauphins de Cotonou 7-5. Ils conservent donc leur couronne au championnat national de rugby à 7 édition 2024. L'adversaire a été de taille, ils ont été bons, très bons, physiquement, techniquement. Je crois que c'est un match qui se joue généralement technicien et vous avez pu le voir sur le terrain, c'était vraiment corsé. Et c'était difficile vraiment de déceler le champion. Mais au finish, c'est Dauphin qui gagne. Je dirais que le travail était dur parce qu'on n'avait qu'un court durée de temps pour s'entraîner parce qu'on n'avait pas le calendrier à temps. Chez les dames, par contre, la couronne change de tête. Ce sont les filles de l'équipe de Baobab de Cotonou qui sont les nouvelles championnes du championnat national de rugby à 7. Le club de Cotonou, habillé en vert, a affronté en finale l'équipe des Buffles de Parakou, vêtue de maillots de couleur rose et blanc, qualifiée après les barrages. Ici aussi, la finale a été âprement disputée jusqu'au coup de sifflet final. Mais au terme du temps réglementaire, ce sont les filles de Baobab qui s'imposent par un score de 12-7. Et on nous a surtout dit de ne pas décourager, de jouer jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin du match. L'adversaire était très tenace. On ne s'attendait pas à cette résistance de leur part. On avait eu à jouer une finale en 2021 qu'on a malheureusement perdu. Cette année, on a tout mis en place pour remporter celle-ci. Mon bonheur s'aligne sur celui des jeunes. Les clubs qui ont compétit avec compétence et ferveur. Je les félicite. Nous sommes dans le sport et puis il faut un premier, il faut un deuxième, un troisième. Tous les clubs se valent et je leur dis merci. Et puis nous allons continuer la routine jusqu'à ce que notre pays, sur le plan du rugby, puisse s'affirmer sur le plan international. Au terme de cette édition du championnat national de rugby à 7, Dauphin et Baobab Rugby Club
repartent avec des médailles en or, une enveloppe financière et un trophée. Les deuxièmes et troisièmes dans les deux catégories sont eux aussi distingués avec des médailles de leur rang respectif, des trophées et une enveloppe financière. Eh bien, c'est une première pour la Fédération béninoise de rugby d'organiser le championnat national de rugby à 7 qui s'est déroulé en plusieurs étapes. D'abord, la phase des ligues et puis la phase finale. C'est l'une des nouvelles réformes entreprises par l'instance il y a de cela quelques années. Une nouvelle formule qu'apprécient les acteurs du rugby à la fin de ce championnat. Suivons. Je dirais que ce format organisé par la fédération, ça permet à plusieurs clubs de se mettre en jambe, de jouer et d'avoir plusieurs matchs en avance. Et ça nous permet aussi, ça permet aux autres clubs d'être compétitifs, de se dire que on n'est pas le seul, où on vient dans une seule journée et on joue. Donc ça nous permet de nous préparer à fond et d'être compétitifs. Nous avons convenu de démarrer 4 ligues nationales. Donc il y a d'abord eu les championnats au niveau des ligues, et ce qui permet de la clarté au niveau de chaque zone. On voit un peu les clubs qui performent. On voit aussi comment se fait leur administration, la gestion, la gouvernance au niveau des clubs. Et puis en fin de compte au niveau national, nous avons ce championnat aujourd'hui où on voit les meilleures équipes se caractériser. Et à un moment, nous devons maintenant attaquer le rugby à 15. Et ça va être un rugby interligue. Nous allons essayer de faire valoir une équipe de rugby à 15 au niveau de chaque ligue qui vont s'affronter pour que nous ayons un champion national rugby à 15. Voilà. C'était les acteurs du rugby qui s'exprimaient à l'issue de ce championnat. Voilà, on parle à présent football sur le continent avec l'élimination de Dadje Football Club, dernier représentant en béninois en Coupe Interclub. Maël. Malheureusement, après la défaite ici 2-0, Dadje avait à cœur bien sûr de repartir en terre marocaine et de faire bonne figure. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans le cadre de cette manche retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF, le club de Dadje FC s'est incliné 5-0 face à la Renaissance sportive de Berkane. Je vous invite à suivre le résumé que nous présente ici Kangui Doumontan. L'addition était salée pour Dadje FC ce week-end en terre marocaine pour le compte de la manche retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Après une défaite à domicile, le seul représentant béninois encore en compétition était appelé à l'exploit face au vice-champion de la compétition, mais malheureusement le géant marocain n'a pas fait les choses avec douceur. Tout juste après le premier quart d'heure de jeu, la Renaissance sportive de Berkane ouvre le score et la tâche s'annonce de plus en plus difficile pour les Béninois. Tout se complique avec les deuxième et troisième buts marocains inscrits avant la pause respectivement à la 24e et 42e minute de jeu. Dadje FC est mené 3-0 à la mi-temps et tout espoir semble être perdu. Au retour des vestiaires, le finaliste de la dernière édition de la Coupe CAF va encore faire triompher son expérience face à l'équipe béninoise. Dadje FC va concéder 2 autres buts, respectivement à la 56e et 95e minute de jeu. Score final 5-0 et un cumul de score de 7-0 pour la double confrontation. Pour sa première en interclub de la CAF, l'équipe de Dadje FC échoue donc aux portes de la phase des groupes face à un adversaire de gros calibre. Voilà, Dadje, l'aventure s'arrête ainsi devant la Renaissance sportive de Berkane. Dicorel Zou, vous avez suivi un tout petit peu les deux manches. On dirait que la marche est plus haute. Hein. Oui, le niveau est beaucoup plus élevé. Et Dadje a trouvé bon garçon sur son chemin. Mais déjà, Dadje n'a pas rougi, se préparer dans ces conditions. On sait tout ce qui s'est passé. On va quand même remercier les acteurs qui ont mis les petits plats dans les grands pour régler les quelques soucis financiers et autres que les joueurs ont connus afin qu'ils puissent préparer ce face-à-face là dans de bonnes conditions. Après, vous savez, nous venons de loin et donc il faut qu'on continue. Et tel que les choses sont en train d'être faites actuellement, si ça peut
se pérenniser. Je pense que d'ici quelques années, on pourra titiller les grands. Sinon, il y aura des résultats sporadiques, mais qui ne pourront pas se répéter. Et la répétition de bons résultats passe par de bonnes préparations, passe par l'organisation d'un championnat régulier, et nous sommes sur le chemin au plan béninois. Voilà, tout comme le club marocain de Renaissance sportive de Berkane, nous allons connaître l'identité des autres qualifiés pour la suite de la compétition. Et bien justement, et pour finir, il faut dire que les dernières rencontres se sont jouées hier, ces dernières rencontres de retour du deuxième tour des coupes Intercaf. Déjà, on peut dire en coupe CAF que Orapa United s'est imposé à la séance des tirs au but à Dynamo Football Club avec 3 tirs réussis contre 1. Après une victoire 1-0 pour Orapa United et un cumul des scores d'un but partout, Simba SC de la Tanzanie s'est imposé sur un score de 3-1 face à Al-Ahli Tripoli du Soudan. Stellenbosch et l'AS Vita Club se neutralisent un but partout, mais au cumul des scores de la double confrontation, Stellenbosch de l'Afrique du Sud passe en phase de groupe avec un score de 3-1. Seteloi Lupopo de la RDC s'incline sur un score d'un but contre 2 et d'un but contre 3 au cumul des scores devant Bravos Domakis de l'Angola. Otto Oyo s'est imposé à Black Bull 2-1 et Nimba du Nigeria s'est offert étoile filante de Ouagadougou à la séance des tirs au but avec 3 tirs réussis contre 2 après un cumul des scores de 0 but partout. L'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire s'est imposé par 2-0 face à l'ASC Koza du Togo. Al-Masri est venu à bout d'Al-Hilal Benghazi à la séance des tirs au but 5-3 après un cumul des scores de 5 buts partout. L'USM Alger s'est imposé au stade tunisien par un score de 2-0. Puis Djaraf du Sénégal s'est offert le Racing Club d'Abidjan par 3-0 en Ligue africaine des champions. 5 rencontres ont été jouées également hier. Sagrada Esperança a dominé Rangers FC par 3-1. Asco de Kara s'est incliné 0-1 devant le Djoliba AC de Bamako. Milo a pris le meilleur sur le stade malien 2-1. Asfar du Maroc a dompté par 2-0. Al-Merrek puis 1-0 pour la victoire d'Al-Hilal devant le FC San Pedro de Côte d'Ivoire. À l'issue de ces deuxièmes tours préliminaires, on connaît désormais les différentes équipes qualifiées pour la phase de groupe dans les différentes compétitions africaines. On va dire pour la coupe CAF qu'on a 16 clubs qui sont qualifiés. L'USM Alger, le Zamalek champion en titre, le Stade malien, la Renaissance sportive de Berkane qui a éliminé Dadje Football Club, l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire, Luanda Soul d'Angola, le CS Constantine d'Algérie, le club sfaxien de la Tunisie, Orapa United du Botswana, Simba SC de la Tanzanie, Stellenbosch de l'Afrique du Sud, Bravos Domaki de l'Angola, Enyimba du Nigeria et l'AS Djaraf du Sénégal et bien entendu AS Masri SC. Également pour la Ligue des champions africaine, on a également 16 clubs qualifiés. AS Maniema Union qui, pour sa première participation, vient de se qualifier également pour une première qualification pour la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Les Mamelody Sundowns, habitués de la compétition. Orlando Pirates, également qualifiés. Le CRB Louisdad, 5 titres déjà engrangés pour le club. Le tout-puissant Mazembe, 5 titres également pour le club de la RDC. Al-Ahli d'Égypte, Young African pour la 2e saison consécutive qui se qualifie. L'Espérance de Tunis, déjà sacré 4 fois champion dans cette compétition. Pyramide FC, le Raja de Casablanca, MC Alger, Sagrada Esperança, Al-Hilal, Djoliba SC, le Stade d'Abidjan et bien sûr Asfar Club. Tout à fait. Sur ce tableau, on voit quand même quelques grands noms du football africain. Oui, il y a le roi égyptien, le Al-Ahli, le Real Madrid du continent qui est là. Mais il y a l'Espérance de Tunis aussi. Par contre, on n'a pas vu un club nigérian au niveau de la Ligue des Champions, mais plutôt au niveau de la Coupe CAF. Est-ce que le niveau du championnat nigérien est à la baisse? On ne saura le dire, mais le constat est quand même là. Sinon, les habitués sont là. Les pays où les clubs sont en puissance, montent en puissance, ont quand même prouvé sur le terrain. Et donc, je rêve de mon pays, de voir mon pays un jour avoir un club aussi puissant qui puisse être régulier dans ces compétitions. Mais en fait, je suis heureux de voir qu'il y a quand même beaucoup de joueurs béninois dont les clubs ont participé à ces périodes-là et vont engranger de l'expérience. Et quand il va s'agir des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, ça va permettre à notre pays
peut-être de valider une première qualification à cette compétition qui est réservée aux joueurs locaux, puisque le Bénin est le seul pays de l'espace UEMOA qui n'a encore jamais joué le CHAN. Le CHAN, tout à fait. Retour au pays et parler football toujours, surtout de la saison 2024-2025, saison lancée ce week-end. Le coup d'envoi a été officiellement donné à Djougou, avec bien sûr le derby du Septentrion. Derby qui a été stérile en but, Maël. Stérile en but, Narcisse. La rentrée avait au programme un bon derby septentrional entre les deux équipes qui se connaissent d'ailleurs, les Panthères de Djougou et les Buffles de Parakou, dans une rencontre assez ouverte, il faut le dire. Les Panthères habillés en jaune se sont procurés les meilleures occasions de la première partie, mais ils ont manqué de lucidité dans le dernier geste du retour à la pause. L'intensité va prendre le pas sur la rencontre avant de peu à peu retomber au fil des minutes. Les deux équipes ont manqué de réalisme dans les derniers mètres pour planter le couteau à l'adversaire. À l'arrivée, aucun but inscrit, un match qui s'est soldé par un score nul et vierge de 0 but partout. Après donc les bons mois de repos, 36 clubs vont animer cette Ligue Pro de football qui sera transitoire vers un format de Ligue 1 et Ligue 2 qui fait son retour à partir de la saison prochaine. Les 36 différentes équipes engagées sont réparties en 2 poules de 18 clubs chacun et au terme de la phase zonale, les 2 premiers des poules vont s'affronter en finale pour déterminer le champion. Narcisse. Il faut dire que bien avant cette rencontre inaugurale de la saison, on a assisté au match de levée de rideau bien sûr entre les jeunes de moins de 17 ans des deux équipes qui ont joué. L'affiche d'ouverture, les U17 des Panthères de Djougou ont défié ceux des Buffles de Parakou, ouvrant ainsi le championnat national des moins de 17 ans, instauré par la Fédération béninoise de football cette saison. À l'arrivée, ce sont les locaux de Panthères de Djougou qui se sont imposés 3-0. Tout à fait, nous allons revenir sur cette saison transitoire, bien sûr, pour le nouveau format annoncé au niveau des championnats. Mais avant, nous allons faire place à notre rubrique un grand angle qui reçoit chaque semaine un athlète ou bien un dirigeant sportif pour prendre un peu de de ses nouvelles, voilà, par rapport à l'actualité. Voici Grand Angle. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir. Sans interruption, c'est une première au Bénin pour une équipe de remporter 3 fois d'affilée le championnat national. Je pense qu'il faut remercier les joueurs parce que ils ont travaillé dur. On n'a pas su gérer la phase de transition et on a encaissé. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer. Ali Odi, la Ronwano a été consacrée sacrée championne pour la 3e fois consécutive. Le samedi, les cyclistes ont fait la course sur route. Les coureurs des catégories élites. Voilà, nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine un buteur. Le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des mois et que devient Michael Poté, s'interroge tout le monde. Bon, j'étais là, je pense que j'ai refait un peu surface avec l'équipe du Bénin. Michael Poté, oui, on peut le dire ouvertement, c'est un S international béninois qui a beaucoup apporté. Il est venu. Voilà, notre rubrique Grand Angle reçoit cette semaine, je vous le disais tantôt, Rodrigue Kossi, footballeur international béninois. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, vous venez de poser vos valises en Algérie, où vous vous êtes engagé avec l'entente sportive de Sétif. Vous venez surtout de l'Arabie Saoudite, où vous avez rompu le bail qui vous lie à Al-Taraji, alors qu'il vous restait encore une année de contrat. Pourquoi ce choix? Bon, il faut dire, après une année passée au club Al-Taraji de l'Arabie Saoudite, mes objectifs, j'ai vu que ça ne cadrait pas avec l'équipe, parce que c'était une saison aussi difficile pour le club et tout, sur beaucoup d'aspects. Et très tôt, j'ai préféré choisir un nouveau challenge pour pouvoir être toujours maintenu dans le cap. D'accord. C'est pas très bien, ça. Voilà, je rappelle que Al-Taraji est un club pensionnaire de la Saudi First Division League. Là, vous avez disputé 27 matchs, dont 26 comme titulaire au cours, bien sûr, de la saison passée. Et vous revenez surtout dans le Maghreb,
où vous avez passé 3 saisons de 2018 à 2021 en Tunisie, surtout au club africain. 5 ans. 5 ans, pardon. 5 ans, voilà. Et le retour de l'assassin sur les lieux du crime, peut-on dire, c'est ça? Pardon? C'est le retour de l'assassin sur les lieux du crime. Vous revenez dans le Maghreb. Ah. Bon, je ne sais pas si on va l'appeler assassin sur les lieux du crime. Bon, effectivement, j'avais déjà fait 5 ans en Tunisie, un pays maghrébien. Donc, cette fois-ci, c'est un nouveau challenge dans un autre pays maghrébien qu'est l'Algérie. Donc, voilà, je suis content de faire le retour dans le Maghreb. Voilà, il y aura un dépaysement zéro cette fois-ci, hein, parce que c'est une région que vous connaissez. Oui, c'est une région que je connais et puis voilà, je pense que je vais m'adapter très très vite parce que je connais un peu la mentalité et tout, donc j'espère que tout ira bien. Voilà, à 24 ans, vous offrez un nouveau challenge et derrière, vous avez certainement des ambitions. Oui, bien sûr, déjà, mon ambition, c'est de toujours être au top, à faire parler de mon savoir-faire sur et en dehors du terrain avec mon nouveau club. Et l'entente sportive de Sétif, qui est aussi un club historique ici, vu le palmarès et tout, c'est un club ambitieux, donc qui m'a montré très tôt son envie de s'attacher de mes services. Malgré que j'étais le dernier à être recruté pour ce mercato, parce que le mercato algérien a fermé le 10 septembre. Donc moi j'ai signé le 6 septembre avec le club. Donc le club aussi est affilié à une société, Sonal Grèce, donc ils ont plein d'ambition. Donc je pense que tout ira bien, je l'espère. Voilà, merci de nous rappeler que c'est un club historique. Le dernier sacre continental d'ailleurs de l'entente sportive de Sétif, c'était la Super Coupe d'Afrique gagnée en 2015 face à un certain Al-Ali du Caire. Est-ce que le club rêve encore d'une aventure continentale dans un court terme? Oui, bien sûr. Et un club tel que l'entente sportive de Sétif qui est déjà habitué au titre, je pense que c'est le genre de club qui joue chaque saison pour pouvoir regagner le goût des titres. Donc, ils ont déjà été champions 8 fois en Algérie. Oui, ils ont remporté 8 fois la Coupe d'Algérie. Donc, avec ça, on doit forcément se dire que c'est un club qui veut toujours gagner des titres. Donc, l'ambition, elle est là. Donc, c'est à nous, joueurs et tout, de pouvoir écrire mieux l'histoire de ce club. Voilà, pour un sportif de haut niveau, 24 ans, c'est l'âge de la maturité, hein? C'est ça? Et vous n'avez plus droit à l'erreur maintenant. Aujourd'hui, la logique n'est plus forcément ça, parce qu'il y a des joueurs, même à 19 ans, ils sont déjà matures et les choses ont évolué et tout. Mais déjà à 24 ans, bien sûr, il y a déjà une expérience que j'ai, voilà, des expériences qui vont certainement m'aider pour la suite. La suite, c'est aussi la sélection nationale du Bénin. C'est resté certainement dans un coin de votre tête, hein? Bon, tout joueur rêve toujours de jouer pour l'équipe nationale, hein? Et je suis très très content de l'équipe nationale, du travail qui est en train d'être abattu par le staff technique, le coach Genotro, par le rajeunissement et tout. Et voilà, et c'est un bon boulot qui se fait. Donc, je pense que l'équipe nationale, si tu mérites, tu vas être appelé. Si tu mérites, tu es performant. Et que le coach voit que tu es utile pour son système de jeu, et il va t'appeler. Donc, la porte de la sélection reste toujours ouverte. Et pour tout joueur, c'est toujours un rêve de jouer pour son équipe nationale. Donc, voilà, cela veut dire que vous tapez encore aux portes des Guépards qui ont réussi à prendre 3 points sur les 6 possibles à l'issue, bien sûr, des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN en 2025. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je pense que nous sommes sur une très très bonne voie, hein, depuis les 2 matchs joués en masse contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La confiance est revenue et tout. Et puis, vous avez vu les dernières journées FIFA, on a montré beaucoup de bonnes choses face au Nigeria, d'abord en juin. Et voilà, il y a eu de très belles choses qui montrent que voilà, et nous
sommes sur la bonne voie et je pense qu'on va essayer de maintenir ce cap pour rendre toujours heureux le peuple béninois et faire grandir plus le nom de notre très cher pays, le Bénin. Voilà, de belles choses face au Nigeria en juin, mais derrière, le Nigeria a haussé le ton, hein, et on a vu ce que cela a donné. Rodrigue, si on ne va pas abuser de votre temps, il faut qu'on vous laisse aller vous reposer. Mais un mot pour conclure cet entretien. Et d'abord, je tiens à vous remercier pour le travail que vous abattez jour et nuit pour parler des informations sportives du football béninois. Merci. Et merci à vous, vous faites un grand boulot. Et on ne peut que vous remercier pour ça. Et puis à l'endroit du public, et je leur transmets mes salutations de toujours nous soutenir. Et je pense que grâce à leur soutien et leur prière, et on va toujours essayer de donner le meilleur et faire de bonnes choses. Donc bien de choses à tout le monde et merci beaucoup pour tout. Voilà, merci Rodrigue. Et on va vous souhaiter une bonne chance pour cette nouvelle aventure en Algérie. L'Algérie qui reste, il faut quoi qu'on le dise, un grand pays de football avec un championnat bien structuré. C'était Rodrigue Kossi, footballeur international béninois, désormais sociétaire de l'entente sportive de Sétif en Algérie. Et voilà ce que nous pouvons dire. Vous avez un mot par rapport à Rodrigue, Maël? Ouais, un mot pour Rodrigue pour dire que son retour en Algérie, c'est forcément un choix où il se sentait plutôt à l'aise. Déjà, choisir signer un tout dernier jour de mercato, c'est pas facile parce que derrière, il y a toute une préparation. C'est sûr qu'il a bien mesuré le projet sportif qui était derrière, donc certainement il a fait son choix à bon escient. On lui souhaite déjà de prendre ses marques parce que la dernière fois c'était en Tunisie, cette fois-ci c'est en Algérie. Donc forcément, même s'il n'y aura pas de dépaysement comme vous l'avez dit, forcément il y aura peut-être un petit décalage. Mais comme lui-même il a souligné, il a dit, c'est le même environnement qu'il a pris l'habitude de voir les Maghrébins à l'œuvre. Donc il connaît un peu la mentalité des Maghrébins. Donc on va lui demander de vite s'adapter aussi et de prendre ses marques et ses repères dans ce nouveau club. Et on lui souhaite aussi beaucoup de plaisir. Parce que le foot d'abord, c'est aussi prendre du plaisir et d'abord aller vers les performances. Et pourquoi pas, ces performances pourront taper à la porte des guépards. Tout à fait. Alors, Dikorel Zou, Rodrigue Kossi qui fait un retour dans le Maghreb. Un bon signe. Oui, c'est un bon signe pour moi parce que vous savez, à un moment donné, Gano Dro ne l'appelait plus. Il l'a appelé une fois, il y a eu des soucis de visa et tout qui a fait qu'il ne pouvait pas venir. Et donc revenir en Algérie, c'est se mettre en lumière et se faire voir, se faire connaître. Et pour un sélectionneur, avoir de bons joueurs à de bons niveaux, c'est toujours bien d'avoir beaucoup de marge de manœuvre. Donc je pense que oui, c'est bien un Rodrigue Kossi que nous connaissons très bien, qui a commencé à Parakou, qui a joué au championnat local, qui a joué en équipe nationale. Il a été formé à Real Sport, il faut le rappeler aussi. Il s'est fait voir grâce donc à l'autre coach que nous connaissons très bien, Moutari, qui l'a mis en lumière. Et après, chez les locaux, les U20, il a fait toutes les étapes. Il a fait toutes les étapes, oui. Et donc, pour son expérience, parce qu'il paraît vieux, mais c'est un très jeune joueur qui a joué la CAN, la dernière CAN, qui a été même titulaire en équipe nationale. Donc, s'il retrouve un bon niveau, il enchaîne les matchs, pourquoi pas, il pourra amener de la concurrence au milieu de terrain, qui est un maillon essentiel pour Gano Dro parce qu'il est en train de rajeunir ce secteur de jeu pour notre pays. Et donc, c'est tout bien de voir de jeunes joueurs, parce qu'il est encore très très jeune, revenir dans un bon championnat et se relancer. Voilà, tout comme lui, il y a un collègue à lui en équipe nationale, Imran Hassan, qui a fait le chemin inverse, quasiment de l'Algérie au pays. On avait annoncé un contrat en Suisse. Et malheureusement, ça a mal tourné. Il a préféré revenir au pays pour se relancer. Pour ce que je sais de ce dossier, c'est un dossier en litige qui a connu beaucoup de rebondissements, des problèmes juridiques aussi. Et donc, le meilleur choix, c'est de revenir, faire les querelles et de repartir maintenant de l'Autopopo, parce qu'il avait été prêté par l'Autopopo en Égypte à Future. Après, l'Autopopo l'a prolongé et l'a prêté à nouveau dans un club suisse, alors que les Égyptiens ont dit non, les clauses du contrat ne sont pas respectées, n'auraient pas été respectées du moins, et qu'il aurait signé pour 4 ans. Et donc, pour faire taire les querelles, il faut qu'il revienne et maintenant repartir. On sait qu'il est revenu à l'auto et qu'il pourra repartir. Et donc, en fait, à un moment donné, c'est comme s'il est contraint de revenir pour éviter tout problème politico-juridique. Et pour un joueur de son rang, de son talent, de son niveau, je suis sûr et certain qu'il va rebondir.
Voilà, mais ce sera un atout de plus pour l'Autopopo en vue de la saison qui s'annonce. Effectivement, un atout pour l'Autopopo qui déjà s'est laissé ravir la vedette, s'il faut le dire ainsi, la saison dernière par Dadje. On a connu l'Auto qui jouait les deuxièmes rôles dans le championnat derrière Coton. La saison écoulée, c'est Dadje qui a plutôt joué ce rôle-là. Imran Hassan, de son passage en Égypte, il a impressionné, il faut le dire, ce qui lui a peut-être ouvert les portes de la Suisse, mais malheureusement l'aventure ne s'est peut-être pas passée comme il l'aurait souhaité. À cause des soucis administratifs. Bien justement, donc un retour au Bercail, c'est partir sur de nouvelles bases et revenir dans un environnement qu'il connaît, c'est peut-être lui permettre de reposer de nouvelles bases pour aller vers maintenant un nouveau sommet. Parce que avec le talent de ce garçon, je pense que facilement jouer une saison avec l'Autopopo, régler tout ce qu'il y a comme problème politico-administratif autour de son transfert, je pense que Imran Hassan pourra retrouver un très bon club d'ici là. Voilà, un milieu de terrain prometteur, hein. Il faut le rappeler. La transition est toute trouvée pour revenir sur le championnat national. La saison de transition est finalement lancée, Dikoren. Oui, c'est une très belle saison d'ailleurs parce que vous savez, il y a beaucoup d'enjeux qui viendront rehausser le niveau de ce jeu-là parce qu'il y a des clubs qui vont jouer la D2, d'autres vont jouer la D3 et les meilleurs vont se maintenir en D1. Mais chose curieuse, c'est pour la première fois, je pense, depuis 5-6 saisons, que le match inaugural soit soldé sur score nul, le vieil de 0 but partout. Oui. Encore qu'il s'agit d'un derby le plus électrique de la partie septentrionale. Moi, je veux noter certains clubs, je veux noter aussi le niveau de notre championnat. Vous savez que ça ne marque pas beaucoup. La saison dernière, on a eu 379 buts en 192 matchs, ce qui fait un ratio de 1,97 buts très peu par match. C'est pas beaucoup et c'est pas peu aussi. C'est pas peu, mais c'est pas beaucoup. Donc, et vous savez que les meilleurs buteurs de notre championnat sont des étrangers. Et donc, il faut travailler à ce niveau. Est-ce que ces saisons, on aura un ratio beaucoup plus meilleur que le ratio de la saison dernière, ce qui est si on aura 612 matchs, donc forcément il y a beaucoup plus de buts, mais je veux noter le ratio. Est-ce que Coton FC va finir meilleure défense parce que la saison dernière en Super League, Coton n'a encaissé que 10 buts? Est-ce que Dadje finira meilleure attaque parce que Dadje a marqué 30 buts? Moi je veux voir parce que c'est tous ces paramètres-là qui comptent pour noter la progression d'un championnat. Mais déjà l'acquis que nous avons, c'est qu'on a un championnat régulier. Et quand vous regardez la saison dernière où une bonne vingtaine de Béninois, beaucoup de joueurs béninois sont allés signer à l'étranger, la majorité est sur le continent africain, d'autres en Europe, même si ce n'est pas dans de grands clubs. Ça veut dire que si notre championnat devient beaucoup plus sérieux, on pourra vendre. Et si on vend, c'est que demain on pourra titiller les grands. Et donc c'est notre souhait. C'est bien, c'est lancé. Les U17 également, le football à la base. Puisque moi je rêve d'un pays, d'un Bénin où on a un championnat de jeunes qui est régulier, on a la formation des formateurs qui a commencé. Surtout des championnats structurés. Structurés surtout, et si cela peut arriver, parce qu'on a commencé, quand on dit que tout n'est pas parfait, les gens pensent qu'on jette le tort sur les dirigeants actuels, mais non, eux ils ramassent les mauvais fruits qui étaient plantés il y a longtemps, mais ils ont planté le décor. Et on va les noter parce qu'on veut qu'ils ne baissent surtout pas les bras. Voilà, il y a déjà un acquis, vous en parliez tantôt, c'est déjà la régularité de ces championnats nationaux, Maël. Oui, justement, pour avoir un football de qualité, il faut déjà avoir de la régularité. Je pense que la fédération l'a compris. Et depuis quelques saisons, on a un championnat qui est régulier et on a aussi permis à des joueurs locaux de pouvoir s'exprimer aussi. Parce que si vous n'avez pas de centre de formation à la base et que petit à petit vous mettez sur pied un championnat, je pense que les joueurs ne pourront pas s'épanouir. Mais c'est vrai que Dikoren le soulignait tout à l'heure, il y a ce problème là dans le championnat béninois où on ne voit pas beaucoup d'attaquants béninois briller, ce qui fait peut-être un peu défaut. On a vu des équipes avec des équipes et des joueurs qui venaient de l'étranger, qui venaient s'expatrier ici dans notre championnat. C'est une évolution constante qu'on va noter pour la Fédération béninoise de football qui essaie quand même de redorer le blason de ce championnat-là. Et à long terme, on voudrait bien que cela se perpétue parce que la transition, elle est là. On a un peu décrié le fait qu'il y avait une Super League Pro, une Ligue Pro suite. Là, maintenant, on est en train de reconcasser tout ça. Et on a remis en place un nouveau système pour permettre quand même aux grandes équipes de se dégager. Les 18 qui vont peut-être jouer la Ligue 1 auront le cran de dire nous avons joué et que nous avons mérité notre place en Ligue 1 et les autres vont continuer la progression. Donc je pense qu'autour de ça, il faut accompagner les acteurs. Il faut surtout à la base permettre aux jeunes de préparer une formation sereine. Et je pense que l'instauration du championnat U17 aussi en est une belle preuve.
il va falloir surtout ça, il va falloir mettre aussi de la rigueur, parce que quand vous mettez en place quelque chose et qu'il n'y a pas la rigueur qui suit, très peu ça peut tomber à l'eau. Il y a une chute. Et il faut aussi surtout que nos dirigeants des clubs s'inscrivent dans un projet à long terme, parce que quand vous prenez les clubs comme Dadier et Coton, c'est des clubs qui ont un staff stable. Et cette stabilité a permis à ces différents staffs de travailler. Si Dadier brille aujourd'hui, les lauriers reviennent à Vincent Rotro, parce qu'il est resté là, il a travaillé. Mais quand vous prenez un club comme l'Auto Popo, vous venez de l'évoquer, l'Auto Popo a laissé Dadier briller, parce que quand vous prenez l'Auto Popo, sur 3-4 saisons, on a changé d'entraîneur à 7 à 8 reprises. Et il n'y a pas eu de stabilité. Même si vous avez des moyens et que vous changez des coachs chaque 3 mois, souffrez que les résultats ne viennent pas. Alors que nous voulons l'Auto Popo titiller Coton et Dadier. Parce que si de grands clubs naissent et qu'il y a de grandes rivalités, ça, on aura de bons champions qui pourront nous représenter valablement sur le continent africain. Voilà, pour pouvoir titiller les grands du continent. Nous amorçons ainsi l'atterrissage ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain lorsqu'il sonnera à 21h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement vôtre.